Dans un quartier résidentiel soudé, une mère célibataire et son fils affrontent des défis constants dans un monde prompt à juger et lent à comprendre. Le courage d'un jeune garçon face à une cruauté implacable choque tout le monde, mais ce qu'il fait ensuite avec son harceleur inspire toute une école. Voici une histoire de bravoure, de gentillesse et d'un rebondissement inattendu qui restera gravé dans votre mémoire pour toujours. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à * Epic Story Moment *. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable. Si vous aimez cette histoire, aimez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous proposer encore plus de récits émouvants. Et dites-nous, d'où nous regardez-vous? Restons connectés. Le soleil du matin baignait d'une lueur dorée la petite maison de banlieue où Lisa Reynolds et son fils Marcus vivaient. Leur quartier, mosaïque de culture et d'histoire, n'échappait pas aux hiérarchies implicites et divisions silencieuses. Lisa, une mère célibataire dévouée d'une trentaine d'années, commençait sa journée comme toujours, debout à l'aube, préparant le petit déjeuner pour Marcus avant de partir travailler comme infirmière à la clinique locale. Son énergie semblait inépuisable, mais son regard, tendre et parfois inquiet, trahissait l'amour sans limite d'une mère. Marcus, âgé de 12 ans, était assis à la table de la cuisine, remuant distraitement ses céréales. Avec ses lunettes épaisses et son goût pour la tranquillité, il n'était pas le genre de garçon à attirer l'attention. Introspectif et intelligent, il avait un talent pour l'art, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Lisa disait souvent que ses dessins pouvaient révéler au monde une nouvelle manière de voir les choses, bien que Marcus lui-même en doutât parfois. Leur maison, modeste mais chaleureuse, débordait d'une ambiance accueillante qu'aucune richesse matérielle ne pouvait égaler. Les murs étaient décorés de dessins encadrés et de photos de famille, tandis que l'odeur du café et du pain grillé emplissait l'air chaque matin. Le salon servait également d'atelier, avec des carnets de croquis et des crayons éparpillés sur la table basse. Le quartier, animé, regorgeait de vie. Les enfants jouaient dans les rues, et les voisins se saluaient depuis leur porche. Mais sous cette apparente harmonie se cachaient des failles. Tout le monde ne voyait pas d'un bon œil la diversité de la communauté. Marcus ressentait souvent ces tensions, surtout à l'école. Le collège était un champ de bataille sociale, où des clans et des règles tacites dictaient qui appartenait à quel groupe. Marcus, solitaire par nature, ne correspondait à aucune catégorie. Cela faisait de lui une cible facile pour Dylan Harper, un garçon bruyant et dominateur qui régnait sur la hiérarchie de la 7e année. Les moqueries de Dylan allaient au-delà de la timidité de Marcus, elles portaient souvent une teinte de préjugés, subtile mais indéniable. En classe, Marcus subissait une exclusion plus discrète. Son professeur de sciences, M. Bradley, connu pour son ton acerbe, semblait souvent réserver ses remarques sur la nécessité de « travailler plus dur » à lui plus qu'aux autres élèves. Marcus, encore trop jeune pour mettre des mots précis sur ses ressentis, comprenait néanmoins qu'il était visé. Malgré tout, Marcus trouvait refuge chez lui. Lisa, toujours attentive, remarquait la lourdeur de sa démarche lorsqu'il rentrait de l'école. Sans poser de questions directes, elle lui rappelait quelle était là s'il voulait parler. Leur rituel du dîner, où ils partageaient les moments marquants de leur journée, offrait à Marcus l'occasion de s'ouvrir en toute confiance. Un soir, il mentionna avec hésitation que Dylan avait renversé ses livres dans le couloir. Lisa l'écouta attentivement, posant sa fourchette, immobile. « Marcus, dit-elle doucement, tu es plus fort que tu ne le crois. Parfois, se défendre ne signifie pas réagir comme ils s'y attendent. Cela veut dire leur montrer qu'ils ne peuvent pas t'atteindre. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Marcus, même si le poids de la vie scolaire continuait de l'écraser. Il se demandait souvent comment être à la hauteur de la foi que sa mère avait en lui. À l'école, il jetait des regards furtifs à Dylan, se préparant à la prochaine attaque, tandis qu'à la maison, il dessinait jusque tard dans la nuit, créant des mondes où il pouvait être libre. Pour l'instant, la bataille restait silencieuse. Les lignes étaient tracées, mais Marcus ignorait encore comment, ni quand, il trouverait le courage de les franchir. Dylan Harper était le genre d'enfant qui se nourrissait de pouvoir. En 7e année, ce pouvoir ne venait ni des bonnes notes ni du bon comportement, mais de la capacité à attirer l'attention, à humilier les autres tout en gardant un sourire victorieux.
Dylan avait perfectionné cet article. Grand pour son âge, avec une démarche assurée et provocante, il faisait rire les autres, même lorsque ses blagues n'étaient pas drôles. Mais pour Marcus, Dylan était tout sauf amusant. La première fois que Dylan s'en prit à Marcus, ce fut subtil, une remarque en passant dans le couloir. « Jolie chaussure », lança Dylan d'un ton moqueur, suffisamment fort pour que d'autres entendent. En baissant les yeux sur ses baskets usées, Marcus comprit qu'il ne s'agissait pas d'un compliment. Il ne répondit rien, espérant que cela s'arrêterait là. Mais le silence, comme Marcus allait l'apprendre, ne faisait qu'encourager Dylan. Bientôt, les moqueries devinrent plus cinglantes. Dylan se mit à railler l'apparence de Marcus, le surnommant « cerveau », d'un ton qui transformait l'intelligence en insulte. Quand Dylan découvrit que la mère de Marcus était infirmière et qu'il vivait dans une maison modeste, les insultes prirent une autre tournure. « Je parie que ta mère est trop occupée pour t'acheter de vrais vêtements », lança Dylan un matin. Ces mots blessèrent Marcus plus qu'il ne le montra, mais il baissa la tête et s'éloigna. Éviter Dylan devint une stratégie quotidienne. Marcus mémorisa son emploi du temps, empruntant des chemins alternatifs pour rejoindre son casier ou traînant en classe jusqu'à ce que les couloirs soient vides. Pourtant, malgré ses efforts, il était inévitable que leurs chemins se croisent. Un jour, dans la cafétéria, Marcus portait son plateau repas lorsque Dylan l'interpella. « Marcus ! Par ici !» La voix de Dylan domina le brouhaha, attirant l'attention. Marcus hésita, conscient qu'il ne valait mieux pas répondre, mais avant qu'il puisse bouger, Dylan tendit le pied et le fit trébucher. Le plateau s'écrasa au sol, répandant la nourriture partout. La cafétéria éclata de rire, et Marcus sentit la honte lui monter aux joues. Tremblant, il ramassa le désordre, tandis que Dylan, avachi sur sa chaise, affichait un sourire narquois. « Fais attention, Marcus. Pas envie de salir tes chaussures de luxe. » Quand Marcus retrouva sa place, l'appétit l'avait quitté. Il fixa la table, espérant que la journée se termine rapidement. Ce soir-là, Lisa remarqua son silence inhabituel et son manque d'intérêt pour le dîner. « Journée difficile ?» demanda-t-elle doucement. Marcus haussa les épaules, pas encore prêt à en parler. Mais le point de rupture arriva lorsque Dylan alla plus loin. Un après-midi, Dylan et ses amis coincèrent Marcus près des casiers. Ils le poussèrent contre une porte métallique et fouillèrent dans son sac à dos malgré ses protestations. Quand Marcus tenta de le reprendre, Dylan jeta le sac à travers le couloir, éparpillant son contenu. Furieux et humilié, Marcus décida de signaler l'incident à son professeur de sciences, M. Bradley, qui se trouvait à proximité. M. Bradley l'écouta, mais balaya l'affaire d'un revers de main. « Les garçons resteront des garçons, dit-il. Ignore-le, Marcus. Il finira par se lasser. » Le cœur serré, Marcus sentit que son problème n'était pas pris au sérieux. Comment pouvait-il ignorer ce qui se produisait chaque jour? L'indifférence du professeur lui donna l'impression de ne pas exister. Quand Marcus raconta tout à Lisa, elle fut furieuse. « C'est inacceptable », déclara-t-elle d'une voix calme mais déterminée. « Je vais en parler à l'école. » Le lendemain, Lisa rencontra le principal et exposa tout ce que Marcus lui avait confié. Mais la réponse du principal fut semblable à celle de M. Bradley. « Nous encourageons les élèves à résoudre leurs différends entre eux, » répondit-il avec un sourire crispé. « Si cela continue, nous examinerons à nouveau la situation. » Lisa quitta le bureau, déçue mais pas découragée. Ce soir-là, elle serra Marcus dans ses bras, lui promettant qu'il trouverait une solution. Mais pour Marcus, la frustration persistait. Ce n'était pas seulement les brimades de Dylan qui le blessaient, c'était aussi l'impression que personne en position d'autorité ne se souciait assez pour intervenir. Dans sa chambre ce soir-là, Marcus s'assit à son bureau, un crayon à la main. Il commença à dessiner une scène qui lui trottait dans la tête toute la journée, un petit garçon faisant face à une ombre immense. Dans ce monde imaginaire, les sans-pouvoirs pouvaient se défendre et gagner, même si ce n'était qu'en dessin. Lisa ne perdit pas de temps après que Marcus lui eut raconté son expérience avec Dylan et la réponse négligente du professeur. Dès le lendemain matin, elle se rendit au bureau de l'école, la détermination clairement visible sur son visage.
Elle demanda un rendez-vous avec la directrice et se retrouva rapidement assise dans le bureau, face à Madame Carter, une femme d'âge mûr à l'attitude calme et soignée. Lisa exposa tout, l'incident à la cafétéria, l'affrontement près des casiers, et le refus de Monsieur Bradley d'intervenir. Madame Carter écouta attentivement, hochant la tête de temps à autre, mais ne répondit que par des banalités. « Nous prenons l'intimidation très au sérieux », dit-elle d'un ton professionnel mais détaché. Cependant, ces situations sont souvent complexes. Les garçons de cet âge ont tendance à se chamailler. Il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives. La frustration de Lisa monta d'un cran. « Ce ne sont pas des chamailleries, insista-t-elle. Dylan s'en prend à mon fils. Ce n'est pas juste une histoire de garçon qui joue à être fort. » Le sourire de Madame Carter se crispa. « Je comprends vos préoccupations, Madame Reynolds, mais nous encourageons les élèves à résoudre seuls leurs conflits mineurs. Si la situation s'aggrave, nous interviendrons. Pour l'instant, surveillons les choses. » La réunion se termina sans aucune mesure concrète, laissant Lisa avec un sentiment d'impuissance. En conduisant sur le chemin du retour, elle repassa la conversation dans sa tête, se demandant si elle aurait pu dire quelque chose de plus convaincant. Ce soir-là, assise avec Marcus dans leur salon, son inquiétude était palpable. Pendant ce temps, Marcus se refermait peu à peu sur lui-même. Il passait moins de temps à dessiner et s'enfermait davantage dans sa chambre, porte close. À l'école, il évitait les endroits où il risquait de croiser Dylan, sautant les repas à la cafétéria et évitant les couloirs principaux. Ses enseignants remarquaient son silence en classe, mais personne ne lui posa de questions. Un soir, Lisa frappa à la porte de Marcus et le trouva assis sur son lit, fixant une page blanche dans son carnet de croquis. Elle s'assit à côté de lui, attendant qu'il parle. Après un long silence, Marcus leva enfin les yeux, ses larmes prêtes à couler. « Pourquoi il me déteste ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais même pas ce que j'ai fait de mal. » Le cœur de Lisa se serra en entendant la douleur dans la voix de son fils. Elle le prit dans ses bras, caressant doucement son dos. « Tu n'as rien fait de mal, Marcus, » dit-elle fermement. « Certaines personnes blessent les autres à cause de leurs propres insécurités. Ce n'est pas ta faute. » Marcus s'écarta légèrement, essuyant ses yeux. « Je veux juste, je ne sais pas comment faire pour que ça s'arrête. » Lisa voulait lui promettre que tout s'arrangerait, mais elle savait combien la situation était délicate. Elle se contenta de répondre, « On trouvera une solution ensemble. Je serai toujours là pour toi. » Le lendemain, les choses prirent une tournure inattendue. Dylan coinça Marcus dans le couloir, son éternel sourire narquois sur le visage. « Tu crois que tu es malin, hein ?» lança Dylan. Marcus resta silencieux, essayant de s'éloigner, mais Dylan lui barra le passage. « Retrouve-moi après les cours » murmura Dylan d'un ton suffisant, assez bas pour que seul Marcus l'entende. « On va voir si tu es aussi fort que tu le penses. » Le cœur battant à tout rompre, Marcus hésita. Il ne voulait pas se battre, mais le ton moqueur de Dylan laissait entendre qu'un refus n'arrangerait rien. « D'accord, » répondit Marcus à voix basse, tremblant mais déterminé. La journée d'école sembla interminable, chaque cours passant dans un flou alors que Marcus revivait la confrontation dans sa tête. Lorsque la sonnerie finale retentit, il rassembla ses affaires lentement, l'estomac noué. Dehors, le soleil de l'après-midi brillait bas dans le ciel tandis que des élèves traînaient autour du parking. Dylan attendait près des supports à vélo, un petit groupe commençant à se former autour de lui. Marcus sentit le poids de leurs regards alors qu'ils s'approchaient, chaque pas plus lourd que le précédent. Les mots de Lisa résonnaient dans son esprit, « Astérisque, tu es plus fort que tu ne le crois. » Astérisque mais lorsqu'il atteignit le bord du cercle, il n'était pas sûr de le croire. La scène semblait figée, la tension palpable, alors que Marcus redressa les épaules pour faire face à Dylan. La foule autour des supports à vélo bourdonnait d'anticipation alors que Marcus se tenait face à Dylan, les poings serrés le long de son corps. Le sourire narquois de Dylan s'élargit tandis qu'il s'approchait, sa voix forte attirant l'attention de tous les élèves à proximité. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Marcus? Te battre ou rester là comme un lâche ?» Le cœur de Marcus battait à tout rompre, son corps tendu de peur et de frustration.
Il sentait le poids des regards fixés sur lui, attendant sa réaction. Pendant un instant, il envisagea de riposter, de laisser sa colère prendre le dessus. Mais quelque chose en lui refusa cette option. Il redressa les épaules, regardant Dylan droit dans les yeux. « Je ne vais pas me battre avec toi, » dit Marcus, sa voix tremblante mais résolue. « Si te moquer de moi te fait te sentir important, très bien. Mais je ne te donnerai pas cette satisfaction. » Un murmure parcourut la foule. Certains élèves semblaient impressionnés par le courage de Marcus, tandis que d'autres chuchotaient et riaient de son refus de se défendre. Le sourire de Dylan vacilla un instant, laissant place à une pointe d'agacement, mais il se reprit rapidement et se tourna vers son public. « Vous voyez ? Je vous l'avais dit, il a peur, » lança Dylan avec mépris. « Il n'est même pas capable de se défendre. » La moquerie fit mal, mais Marcus tourna les talons et s'éloigna, la tête haute, même si la foule commençait à se disperser. Cependant, Dylan n'en resta pas là. Le lendemain, des rumeurs commencèrent à circuler dans l'école. Dylan affirmait que Marcus avait pleuré et l'avait supplié de ne pas le frapper, déformant l'histoire pour l'humilier davantage. À la fin de la semaine, Marcus avait l'impression qu'il ne pouvait échapper ni aux murmures ni aux regards moqueurs dans les couloirs. Des élèves qui jusque-là étaient neutres l'évitaient désormais, ne voulant pas risquer d'être associés à quelqu'un perçu comme faible. L'impact émotionnel se refléta dans tous les aspects de la vie de Marcus. Ses notes, auparavant solides, commencèrent à chuter alors que sa concentration diminuait. Les devoirs restaient inachevés, et il peinait à suivre les cours. À la maison, il se referma encore davantage, passant des heures seul dans sa chambre. Lisa remarqua immédiatement les changements. Elle tenta de l'encourager avec ses plats préférés, des soirées cinéma et même de nouveaux carnets de croquis, mais Marcus répondait brièvement, sans enthousiasme. Un soir, alors qu'elle pliait du linge dans le salon, Marcus entra et s'assit en silence sur le canapé. Lisa posa son linge et se tourna vers lui. « Marcus, parle-moi. S'il te plaît. » Pendant un long moment, Marcus fixa le sol, ses mains serrant le bord du canapé. Puis, sa voix brisa le silence, tremblante et faible. « Pourquoi je ne suis pas assez bien, maman ? Peu importe ce que je fais, c'est comme si j'étais invisible ou une cible. » Les mots de Marcus brisèrent le cœur de Lisa. Elle se rapprocha de lui et l'entoura de ses bras. « Oh, mon chéri, tu es bien plus que suffisant, » répondit-elle fermement. « La façon dont les autres te traitent en dit plus sur eux que sur toi. Je sais que c'est difficile, mais ne les laisse pas te faire oublier à quel point tu es incroyable. » Ces paroles firent monter les larmes aux yeux de Marcus, et pour la première fois depuis des jours, il se laissa aller à pleurer dans ses bras. Pendant ce temps, les tensions montaient dans la communauté. Les brimades à l'école avaient suscité des murmures parmi les parents, certains ayant entendu parler du comportement de Dylan et du manque apparent d'action de l'établissement. La situation culmina lors d'une réunion animée de l'association des parents d'élèves, PTA, où Lisa décida de prendre la parole. La salle était bondée, les parents regroupés en petits cercles, murmurant entre eux. Quand Lisa se leva, sa voix était calme mais passionnée alors qu'elle racontait les expériences de Marcus. « Il ne s'agit pas seulement d'un enfant, » dit-elle. « Il s'agit de la culture que nous permettons dans nos écoles. Quand des enfants sont pris pour cible à cause de qui ils sont, et qu'aucune mesure n'est prise, cela envoie un message clair, l'intimidation est acceptable. » Ces paroles provoquèrent des réactions partagées. Quelques parents opinèrent en signe d'accord, mais d'autres balayèrent ces préoccupations. « Les enfants restent des enfants, » déclara un père avec désinvolture. « Vous ne pouvez pas les protéger de tout. » Un autre parent intervint, « Ce n'est pas juste de pointer du doigt Dylan. Nous ne connaissons même pas toute l'histoire. » La frustration de Lisa bouillonnait sous la surface tandis que la discussion s'éloignait du problème central. Chaque fois qu'elle essayait de recentrer le débat, sa voix était noyée par des arguments plus bruyants et plus méprisants. La directrice, présente à la réunion, offrit seulement des assurances vagues sur un examen des politiques, laissant Lisa avec le sentiment que la réunion n'avait servi à rien. En rentrant chez elle ce soir-là, Lisa s'assit en silence à la table de la cuisine, la tête entre les mains. Marcus, observant depuis sa chambre, remarqua la lourdeur de sa posture. Pour la première fois,
il comprit que ce combat n'était pas seulement le sien, mais le leur, ensemble. Mais en la regardant ainsi, il se demanda combien de temps il pourrait tenir avant qu'un vrai changement ne se produise. Alors que Marcus luttait pour traverser la tempête d'intimidation et d'isolement, une lueur d'espoir apparut sous la forme de Monsieur Garcia, son professeur d'art. Monsieur Garcia, un homme doux d'une quarantaine d'années, était connu pour sa patience inébranlable et les fresques colorées qui ornaient les murs de la salle d'art. Contrairement à d'autres enseignants, Monsieur Garcia avait le don de remarquer les élèves discrets, ceux qui passaient sous le radar. Un après-midi, alors que Marcus travaillait sur un croquis pendant une période libre, Monsieur Garcia s'approcha et s'arrêta derrière lui. Le dessin sur la page était brut et intense, une petite silhouette faisant face à une ombre sombre et menaçante. « C'est puissant, Marcus », dit doucement Monsieur Garcia. Marcus se tendit, incertain de comment répondre, mais le ton de Monsieur Garcia ne contenait aucun jugement. « Qu'est-ce qui t'a poussé à dessiner ça ?» Marcus hésita avant de répondre. « Je ne sais pas. C'est ce que je ressens, je suppose. » Monsieur Garcia hocha la tête et tira une chaise pour s'asseoir à côté de lui. L'art est l'un des meilleurs moyens d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas. Tu as un réel talent, Marcus. J'espère que tu continueras à créer. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Marcus. Au fil des semaines, il passa de plus en plus de temps dans la salle d'art, trouvant un refuge dans le calme et la liberté d'exprimer ses émotions sur le papier. Monsieur Garcia lui offrit des conseils sans jamais le brusquer, laissant sa créativité s'épanouir naturellement. Peu à peu, Marcus commença à ressentir un certain contrôle sur sa vie, comme si chaque coup de crayon était une étape vers la reprise de sa voix. À cette période, Marcus trouva également une alliée inattendue en Emma, une fille vive et pleine d'assurance, connue pour son esprit vif et son refus de tolérer les injustices. Ses traits, souvent remarqués, la distinguaient des autres. Un jour, elle aborda Marcus à la bibliothèque, où il était assis seul, esquissant dans son carnet. « Salut », dit-elle en s'asseyant en face de lui. Marcus releva la tête, surpris. « Salut. J'ai entendu ce que Dylan raconte sur toi », déclara Emma sans détour. Marcus se tendit, s'attendant à une moquerie de plus, mais Emma le prit de court. « Je n'en crois pas un mot. Dylan est un imbécile. » Marcus cligna des yeux, incertain de comment réagir. « Merci, je suppose. » Emma sourit. « Tu ne devrais pas le laisser t'atteindre. Les gens comme lui ne gagnent que si tu les laisses faire. » Sa confiance était contagieuse, et avec le temps, Emma devint une présence rassurante dans la vie de Marcus. Elle s'asseyait avec lui à la cantine, collaborait avec lui sur des projets de groupe et l'encourageait même à partager ses dessins avec d'autres. Leur amitié apportait des moments de légèreté et de rire, rappelant à Marcus que tout le monde ne voyait pas en lui ce que Dylan tentait de faire croire. De son côté, Lisa faisait face à un défi plus vaste, se faire entendre. Lors d'un de ses services à l'hôpital, elle se confia à une collègue, Carole, une infirmière expérimentée qui participait activement à des initiatives locales. Carole écouta attentivement alors que Lisa décrivait la réponse désinvolte de l'école face aux difficultés de Marcus. Une fois qu'elle eut terminé, Carole se pencha en avant, son expression ferme. « Tu n'es pas seule dans ce combat, dit-elle. D'autres parents vivent la même chose. Il te suffit de les trouver. » Carole présenta Lisa à Madame Taylor, une leader communautaire connue pour son engagement dans les actions de plaidoyer. Lors de leur première rencontre, Madame Taylor accueillit Lisa chaleureusement, écoutant avec empathie tandis qu'elle racontait les expériences de Marcus. « Tu as une histoire puissante, Lisa, » dit Madame Taylor. « Et il y a de la force dans l'unité. Si tu es prête, je peux t'aider à contacter d'autres parents et à partager ton histoire publiquement. Ensemble, nous pourrons pousser pour un vrai changement. » Lisa hésita, incertaine d'être prête à franchir une telle étape. Mais l'assurance de Madame Taylor fut réconfortante. « Je vais y réfléchir, » répondit Lisa finalement. Madame Taylor acquiesça et lui remit une liste d'événements communautaires et de ressources à venir. Au cours des jours suivants, Lisa commença à rédiger une lettre destinée aux autres parents, racontant ses expériences et appelant à une action collective. Bien qu'elle se sente nerveuse, l'idée d'offrir à Marcus, et à d'autres enfants comme lui, un environnement plus sûr et plus soutenant lui donna le courage d'avancer.
Alors que ces liens se formaient, Marcus et Lisa trouvèrent une nouvelle force dans leur soutien respectif. La connexion de Marcus avec Monsieur Garcia et Emma lui rappela qu'il n'était pas seul, tandis que le partenariat naissant de Lisa avec Madame Taylor lui donna l'espoir qu'un changement était possible. Mais sous la surface, les défis continuaient à mijoter, et ni la mère ni le fils ne savaient jusqu'où ils devraient aller pour réellement surmonter ces épreuves. Marcus resta figé dans la salle d'art, fixant les débris de son projet détruit. Les couleurs vives qu'il avait soigneusement superposées pendant des semaines n'étaient plus qu'un amas chaotique. Des morceaux de papier déchirés et des éclaboussures de peinture recouvraient la table, témoignage d'un sabotage intentionnel. Sur le bord de la toile, on pouvait lire les mots « perdant » et « pleurnichard » écrits en grosses lettres noires. Il n'avait pas besoin de demander qui était l'auteur de cet acte. Le rire moqueur de Dylan avait résonné dans le couloir quelques instants plus tôt, et Marcus savait que ce n'était pas une coïncidence. Une colère brûlante envahit sa poitrine, et pour la première fois, il ressentit quelque chose de plus profond que la tristesse ou la peur, une envie irrépressible de se défendre. Attrapant son sac, Marcus quitta l'école en trombe, ignorant les regards inquiets de Monsieur Garcia et d'Emma qui l'appelaient. En rentrant chez lui, il jeta son sac à terre et commença à fouiller frénétiquement dans ses tiroirs. Ses mains tremblaient lorsqu'il saisit une vieille batte de baseball. Lisa rentra de son travail pour trouver Marcus assis sur le bord de son lit, serrant la batte avec force, son visage mélancolaire et désespoir. « Marcus » dit-elle doucement en entrant dans la chambre. Il leva les yeux vers elle, les larmes au bord des paupières. « J'en ai assez, maman » dit-il, la voix brisée. « J'en ai tellement marre qu'il s'en sorte toujours. Il faut que je l'arrête. » Le cœur de Lisa se serra à la vue de son fils si abattu et furieux. Elle s'assit à côté de lui et posa délicatement sa main sur la sienne. « Marcus, écoute-moi. Je sais ce que tu ressens. Vraiment. »« Non, tu ne sais pas, » s'écria Marcus, retirant sa main. « Tu ne sais pas ce que c'est d'être humilié chaque jour et de voir que personne n'en a rien à faire. » Lisa inspira profondément pour garder son calme. « Tu as raison. Je ne sais pas exactement ce que tu vis. Mais quand j'avais ton âge, j'ai eu mon propre Dylan. » Marcus fronça les sourcils, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Lisa se pencha en arrière, son regard se perdant dans ses souvenirs. « Il y avait une fille dans mon école, Tasha. Elle était implacable, trouvant toujours de nouvelles façons de m'humilier. Un jour, elle a détruit un projet sur lequel j'avais travaillé pendant des semaines, exactement comme ce que Dylan t'a fait. J'étais tellement en colère, Marcus. Je voulais lui faire mal, comme elle m'avait fait mal. « Et qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il timidement. « J'ai failli me battre avec elle » avoua Lisa. « Mais ma mère m'a parlé et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit, Lisa, ne laisse pas l'obscurité des autres t'entraîner dedans. Sois meilleur qu'eux, même quand c'est difficile. » Marcus la regarda, son emprise sur la batte se relâchant. « Qu'est-il arrivé à Tasha ?» Lisa esquissa un faible sourire. « Elle n'a pas changé du jour au lendemain. Mais je suis restée fidèle à moi-même, et finalement, elle s'est lassée de m'attaquer. Et tu sais quoi ? Des années plus tard, elle s'est excusée. Elle m'a dit qu'elle m'enviait de ne pas l'avoir laissée me briser. » Pendant un long moment, Marcus resta silencieux, laissant les paroles de sa mère faire leur chemin. Finalement, il posa la batte, les épaules affaissées. « Je ne sais pas si je peux faire ça, maman. »« Tu es plus fort que tu ne le penses, Marcus, » dit Lisa en le prenant dans ses bras. « Et tu n'es pas seul. On va traverser ça ensemble. » Le lendemain à l'école, Marcus se sentait encore secoué par l'incident. Il évita la salle d'art, incapable d'affronter la vision de son projet détruit. Mais Emma, toujours vigilante, remarqua son absence et décida d'enquêter. En découvrant le désastre, elle soupçonna immédiatement Dylan. Emma avait discrètement filmé certains comportements de Dylan, incertaine de quand ou comment utiliser ses preuves. Cet après-midi-là, elle montra les vidéos à Marcus. Dans une séquence, on voyait Dylan coincer Marcus dans un couloir et jeter son sac par terre sous les rires des autres élèves. Dans une autre, il se moquait des dessins de Marcus en classe. « Ça doit s'arrêter » dit Emma d'une voix ferme.
Marcus hésita, doutant que dénoncer Dylan soit la bonne solution. Mais Emma prit les devants et publia anonymement les vidéos sur les réseaux sociaux, accompagnées d'un message dénonçant l'intimidation et l'inaction de l'école. En quelques heures, les vidéos devinrent virales, suscitant l'indignation des parents, des élèves et même de personnes extérieures à la communauté. Les commentaires affluaient, condamnant le comportement de Dylan et exigeant des comptes de la part de l'école. Le retournement de situation survint lorsque les parents de Dylan, humiliés par le scandale public, exigèrent une réunion avec l'administration. Le principal, qui avait jusque-là ignoré les préoccupations de Lisa, se retrouva contraint d'agir pour protéger la réputation de l'école. Pour Marcus, cette soudaine attention était bouleversante. Il n'avait pas voulu que les choses prennent une telle ampleur, mais pour la première fois, il sentit un changement dans le rapport de force. Dylan n'était plus intouchable, et Marcus comprit qu'il n'avait pas besoin de répondre à la violence par la violence. La vérité avait suffi à faire bouger les choses. La vidéo montrant les intimidations de Dylan se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, elle fut partagée sur les réseaux sociaux, attirant l'attention non seulement des parents et élèves locaux, mais aussi des activistes et éducateurs des communautés environnantes. Les commentaires exprimaient une indignation générale, condamnant les actions de Dylan et l'échec apparent de l'école à intervenir. Certains réclamaient l'expulsion de Dylan, tandis que d'autres exigeaient des changements systémiques pour lutter contre la culture d'intimidation et de préjugés au sein de l'établissement. Le lendemain matin, l'école était en ébullition, remplie de murmures et de regards furtifs. Les enseignants, pris au dépourvu par cette soudaine publicité, tentaient de rétablir l'ordre. Le principal, qui avait auparavant minimisé les inquiétudes de Lisa, convoqua une réunion d'urgence avec le personnel et promit de prendre des mesures. Pour Marcus, traverser les couloirs semblait irréel. Les mêmes élèves qui l'ignoraient ou l'évitaient lui adressaient désormais des sourires timides ou des mots de soutien. Plus tard dans la journée, Lisa reçut un appel inattendu du principal, demandant une rencontre privée avec elle et Marcus. Elle fut surprise d'apprendre que les parents de Dylan avaient également demandé à assister à cette réunion. Bien qu'hésitante, Lisa accepta, espérant que cela mènerait enfin à une résolution significative. La réunion fut tendue dès le départ. Les parents de Dylan, M et Madame Thompson, semblaient visiblement mal à l'aise, leur défense habituelle laissant place à l'embarras. Dylan, assis à leur côté, affichait une expression sombre, loin de son arrogance habituelle. « Je voudrais commencer par m'excuser, » dit Madame Thompson d'une voix tremblante. « Nous ne savions pas que les choses étaient aussi graves. » La vidéo était difficile à regarder. Lisa hocha la tête, les bras croisés. Il ne s'agit pas seulement de la vidéo. Cela dure depuis des mois, et l'école n'a rien fait. Avant que la conversation ne dégénère, une petite voix interrompit. « Marcus ?» Tous se tournèrent pour voir un jeune garçon qui regardait timidement autour de l'embrasure de la porte. C'était Owen, le frère cadet de Dylan, âgé de 8 ans, qui avait accompagné ses parents. Ses grands yeux étaient remplis de curiosité et d'inquiétude. « Owen, ce n'est pas le moment, » dit Monsieur Thompson d'un ton sec. Mais Owen entra dans la pièce malgré tout, tenant un petit carnet de croquis. « Je voulais juste dire... Je trouve tes dessins super cool. » Il brandit le carnet, révélant une tentative maladroite mais sincère de reproduire l'une des œuvres de Marcus, exposée lors d'un salon artistique. Marcus cligna des yeux, surpris. « Tu as vu mes dessins ?» Owen hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, Dylan me les a montrés. Il a dit que tu étais vraiment doué. » Dylan se tortilla sur sa chaise, évitant le regard de tout le monde. Lisa se pencha en avant, son expression s'adoucissant. « Owen, pourquoi ne pas nous en dire plus sur ce que tu ressens ?» Owen hésita avant de parler. « Parfois, Dylan se met en colère. Pas contre toi, mais à cause d'autre chose. Comme quand papa crie ou quand ça ne va pas à la maison. » La pièce devint silencieuse. Monsieur Thompson se racla la gorge, le visage rouge. « Owen, ça suffit. » « Non, » intervint Lisa fermement. « Laisse-le parler. » Owen regarda Marcus avec des yeux honnêtes et sincères. « Dylan ne veut pas être méchant.
Il ne sait juste pas quoi faire d'autre. Marcus échangea un regard avec Lisa, qui lui adressa un léger hochement de tête encourageant. Prenant une grande inspiration, Marcus se tourna vers Dylan. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi, et ce n'est peut-être pas à moi de le savoir. Mais je pense qu'il y a une meilleure façon de gérer ça. Pour toi comme pour moi. Tout le monde dans la pièce regarda Marcus, surpris. Il hésita un instant avant de continuer. Au lieu de simplement punir Dylan, pourquoi ne pas essayer autre chose? Comme la justice réparatrice? Le principal fronça les sourcils. La justice réparatrice? C'est quand les gens s'assoient ensemble pour parler de ce qui s'est passé et de comment arranger les choses, expliqua Marcus. Ce n'est pas une question de blâme, mais de compréhension et de réparation. Dylan peut me dire pourquoi il a fait ce qu'il a fait, et je peux lui expliquer comment cela m'a affecté. Et on trouve ensemble comment avancer. Les parents de Dylan échangèrent des regards incertains, et le principal semblait sceptique. Mais le visage de Lisa exprimait un mélange de fierté et d'admiration. C'est une excellente idée, dit-elle d'une voix ferme. Dylan parla enfin, sa voix faible. Tu voudrais vraiment faire ça? Après tout ce que je t'ai fait? Marcus acquiesça. Oui. Parce que je ne veux pas que ça continue. Ni pour moi, ni pour quelqu'un d'autre. Pour la première fois, Dylan croisa le regard de Marcus, une lueur de regret semblant traverser son visage. Le principal accepta de faciliter le processus, et des plans furent établis pour une session de justice réparatrice impliquant Marcus, Dylan et leur famille. À la fin de la réunion, Lisa serra l'épaule de Marcus, la fierté brillant dans ses yeux. « Tu es plus courageux que je ne l'aurais jamais imaginé, » murmura-t-elle. Marcus lui adressa un petit sourire. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit un sentiment de contrôle non seulement sur la situation, mais aussi sur la personne qu'il voulait devenir. Le jour du cercle restauratif arriva, et une tension palpable envahit l'air alors que tout le monde entrait dans la bibliothèque de l'école. Quelques chaises étaient disposées en cercle, avec Marcus et Dylan assis l'un en face de l'autre. Sur le côté, Lisa était assise avec Monsieur Garcia, tandis que les parents de Dylan restaient nerveusement près de la porte. Le principal de l'école, chargé de faciliter la réunion, était déterminé à aborder le problème devant ce petit groupe composé d'élèves et de membres du personnel. Les paumes de Marcus étaient moites, mais il gardait une expression sereine. Il avait passé les derniers jours à réfléchir à ce qu'il voulait dire et à la manière dont il souhaitait s'adresser à Dylan. Bien que nerveux, il s'était résolu à rester calme et à se concentrer sur l'essentiel. Le principal commença en exposant l'objectif du cercle. Cet espace est dédié à l'honnêteté et à la compréhension. Marcus, Dylan, nous sommes ici pour vous écouter tous les deux et trouver une solution ensemble. Marcus fut invité à parler en premier. Il regarda Dylan droit dans les yeux, sa voix calme mais ferme. « Ce que tu as fait m'a blessé, » commença-t-il. « Pas seulement à cause de ce que tu as dit ou fait, mais parce que je ne comprenais pas pourquoi. Je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal, ou s'il y avait quelque chose chez moi qui te faisait croire que c'était acceptable de me traiter ainsi. » Dylan se tortilla sur son siège, les yeux fixés au sol. « Mais j'ai compris que ce n'était pas à propos de moi, » poursuivit Marcus. « C'est à propos de la façon dont on nous apprend à voir les autres. Et je ne veux plus porter ce genre de blessure en moi. C'est pourquoi je voulais parler, non pas pour te blâmer, mais pour comprendre comment arrêter cela, pour nous deux. » La pièce resta silencieuse pendant que Dylan assimilait les paroles de Marcus. Quand ce fut son tour de parler, il hésita avant de lever les yeux. « Je ne sais pas quoi dire, » marmonna-t-il. « Je suppose, j'étais en colère. Contre beaucoup de choses. Et tu l'étais, une cible facile. » « Qu'est-ce qui faisait de moi une cible facile ?» demanda Marcus doucement. Le visage de Dylan rougit, et il chercha ses mots. « Je ne sais pas. Tu es intelligent. Les gens t'apprécient. Et, tu ne laisses pas les choses t'atteindre. Je suppose que je voulais voir si je pouvais changer ça. » L'honnêteté de ces paroles surprit tout le monde. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était un début. Marcus hocha la tête pensivement. « Eh bien, tu m'as atteint. Mais pas de la façon dont tu penses.
J'ai dû travailler dur pour me rappeler qui je suis et ce que je vaux. Et j'ai décidé de ne laisser personne m'enlever cela, ni toi, ni personne d'autre. Il se leva et se dirigea vers une table sur le côté de la pièce. De son sac, il sortit son projet artistique, qu'il avait passé des heures à restaurer. Bien que le design original ait été modifié, la nouvelle version était encore plus vibrante, avec des traits audacieux et des couleurs reflétant la détermination de Marcus. « Voici ce sur quoi j'ai travaillé », dit Marcus en levant la pièce pour que tout le monde puisse la voir. « Quand tu l'as détruite, Dylan, j'ai failli abandonner. Mais ensuite, j'ai réalisé que je pouvais en faire quelque chose d'encore meilleur. Et c'est ce que je vais continuer à faire, transformer ce qui est cassé en quelque chose de plus fort. » La pièce était captivée. Même Dylan semblait impressionné par le calme de Marcus et la beauté de son œuvre. Pour la première fois, il regarda Marcus dans les yeux et murmura « Je suis désolé ». Marcus hocha la tête, acceptant les excuses sans s'y attarder. « Merci. J'espère que cela peut être un nouveau départ pour nous deux. » À la fin du cercle, Lisa prit la parole. « Ce n'est pas seulement à propos de Marcus et Dylan, dit-elle d'une voix claire et déterminée. C'est à propos d'une culture qui permet à ce genre de situation de se produire. On ne peut pas s'arrêter là. Il faut apporter de vrais changements. » Ces paroles résonnèrent au sein du groupe, et le principal promit de travailler à la mise en place de programmes de lutte contre l'intimidation et de sensibilisation pour le personnel et les élèves. Inspirée par la réunion, Lisa décida d'aller plus loin dans son engagement. Elle commença à organiser une initiative communautaire, contactant d'autres parents et leaders locaux pour lutter contre l'intimidation et les préjugés. Dans les semaines qui suivirent, les efforts de Lisa prirent de l'ampleur, et des parents rejoignirent sa cause pour demander des comptes au conseil scolaire. Elle devint une voix influente dans la communauté, inspirant d'autres personnes à agir. Pour Marcus, le cercle restauratif marqua un tournant. Il ne se sentait plus impuissant face à l'intimidation. Au contraire, il découvrit la force de sa voix et l'impact de ses actions, des leçons qui l'accompagneraient pour le reste de sa vie. Au fil des semaines qui suivirent le cercle restauratif, Marcus et Lisa commencèrent à percevoir des signes de progrès, mais cela restait insuffisant. Si Dylan avait cessé ses actes d'intimidation et semblait faire des efforts sincères pour changer, les problèmes plus vastes au sein de l'école demeuraient sans réponse. Le principal, toujours réticent à reconnaître pleinement les échecs de l'administration, annonça une série de changements mineurs, tels qu'une ligne d'appel anonyme pour signaler les cas d'intimidation et un court séminaire sur la prévention de ces comportements. Lisa était assise au fond de l'auditorium bondé lorsque le principal présenta ces mesures lors d'une assemblée scolaire. Elle serra les poings, une frustration bouillonnante sous la surface. Ces changements proposés ressemblaient davantage à une opération de communication qu'à un véritable effort pour résoudre les problèmes systémiques. Plus tard dans la soirée, Lisa partagea ses frustrations avec Monsieur Garcia, qui était devenu un allié de confiance. « Il pense qu'une poignée d'affiches et un séminaire vont tout régler », dit-elle en arpentant la pièce. « Mais rien ne changera tant qu'ils n'aborderont pas la racine du problème. » Monsieur Garcia hocha la tête. « Vous avez raison. Mais le changement ne vient pas d'en haut. Il commence avec la communauté. » Inspirée, Lisa décida de prendre les choses en main. Elle lança un effort communautaire pour exiger des réformes plus complètes, notamment des formations de sensibilisation pour le personnel, un programme de mentorat entre pairs et une meilleure supervision des mesures disciplinaires. Marcus, désormais plus confiant et déterminé, proposa son aide. Un après-midi, Marcus et ses amis se rassemblèrent au centre communautaire pour plier et distribuer des tracts annonçant un forum organisé par Lisa. Les tracts disaient « Astérisque, rejoignez-nous, construisons une école plus sûre et plus forte pour tous ». Astérisque Marcus ressentit une fierté immense en tendant une pile de tracts à Emma, qui lui adressa un sourire et un pouce levé. La nuit du forum arriva, et le gymnase de l'école était plein à craquer. Parents, élèves, enseignants et leaders communautaires occupaient les sièges, leurs visages mêlant anticipation et appréhension. Lisa se tenait à l'avant de la salle, aux côtés d'un petit groupe d'intervenants, dont Monsieur Garcia et un défenseur local de l'équité éducative. Le forum débuta avec des remarques liminaires de Lisa, qui raconta avec émotion l'expérience de Marcus. « Ce qui est arrivé à mon fils ne le concerne pas seulement lui, »
dit-elle, sa voix ferme mais passionnée. Cela concerne chaque enfant qui s'est déjà senti impuissant, chaque parent qui s'est déjà vu éconduit, et chaque enseignant qui s'est déjà senti délaissé. Nous avons la responsabilité de faire mieux. Ces paroles plongèrent la salle dans un silence profond, touchant de nombreuses personnes présentes. Mais tout le monde n'était pas de son côté. Un parent se leva, adoptant un ton défensif. Nous ne pouvons pas tout bouleverser pour un seul incident. Les enfants restent des enfants, et l'intimidation a toujours fait partie de la vie. Un autre parent répliqua aussitôt, c'est justement ça le problème. Ce n'est pas parce que ça a toujours existé que c'est acceptable. La salle s'enflamma en débat houleux, les voix s'entrecroisant tandis que les tensions montaient. Certains estimaient que les changements proposés étaient excessifs, tandis que d'autres exigeaient des réformes encore plus ambitieuses. Le principal, assis au fond, semblait mal à l'aise, visiblement dépassé. Marcus observait depuis les coulisses, le cœur battant la chamade. Il croisa le regard de Lisa, qui lui adressa un signe encourageant. Prenant une grande inspiration, il se leva et s'avança vers le microphone. « Je sais que je ne suis qu'un enfant », commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Mais c'est moi qui ai vécu tout ça. Et je ne suis pas le seul. Je sais ce que ça fait de se sentir invisible, de penser que personne ne se soucie de vous. Et je sais aussi ce que ça fait d'avoir des gens qui se lèvent pour vous défendre. C'est ça, l'objectif, ne pas accuser qui que ce soit, mais s'assurer que plus personne ne vive ça seul. » Ces paroles firent taire la salle, l'émotion brute dans sa voix traversant le tumulte. Même les plus réticents semblaient touchés. Lorsque Marcus recula, le modérateur annonça une pause pour permettre à l'audience de réfléchir et de se préparer à la prochaine partie du forum. La salle bourdonnait de conversations discrètes, une énergie tendue mais chargée de possibilités. Depuis les coulisses, Emma murmura à Marcus, « C'était incroyable. Tu les as vraiment touchés. » Marcus esquissa un léger sourire, mais son esprit s'agitait. Malgré l'élan qu'ils avaient créé, il savait que l'issue du forum restait incertaine. Les heures à venir détermineraient si la communauté pourrait s'unir pour exiger un véritable changement, ou si tout ce pourquoi il s'était battu serait rejeté. L'écran s'assombrit, laissant le public en suspens, se demandant si les efforts de Lisa et Marcus suffiraient à provoquer la transformation dont leur école avait tant besoin. Le gymnase était chargé d'une énergie palpable alors que le forum reprenait après la pause. Tous les regards se tournèrent vers Marcus tandis qu'il avançait de nouveau vers le microphone, ses pas mesurés, son visage calme mais déterminé. L'audience avait déjà entendu ces paroles émouvantes plus tôt, mais maintenant, debout à la tribune, il se préparait à livrer le message qu'il portait en lui depuis des semaines. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais dire ce soir », commença Marcus, sa voix ferme malgré le poids du moment. « Quand tout a commencé, je voulais juste que ça s'arrête. Je pensais que si j'évitais le problème, il disparaîtrait. Mais j'ai compris une chose importante, le changement n'arrive pas en restant silencieux. » Il s'arrêta un instant, balayant la salle du regard. Il aperçut Lisa, les yeux brillants de fierté, et Monsieur Garcia qui lui adressa un léger hochement de tête encourageant. Emma lui sourit depuis son siège, tandis que Dylan, assis à côté de ses parents, affichait une expression indéchiffrable. « Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que tout cela concerne uniquement Dylan et moi, » continua Marcus. « Mais c'est bien plus grand que ça. Cela concerne la manière dont nous nous traitons les uns les autres, ce que nous nous enseignons sur la gentillesse, le respect et la compréhension. Si nous ne travaillons pas ensemble pour changer les choses, cela continuera à se produire. Pas seulement pour moi, mais pour quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui n'aura pas eu le soutien que j'ai eu. » La foule resta silencieuse, captivée par les paroles de Marcus. Sa voix trembla légèrement lorsqu'il ajouta « Je ne veux pas que quelqu'un d'autre se sente aussi invisible que moi. Et je ne pense pas que Dylan veuille ressentir ce qu'il ressent non plus. Nous pouvons faire mieux pour tout le monde. » Le gymnase explosa en applaudissements, le son résonnant contre les murs. Même ceux qui s'étaient montrés sceptiques plus tôt semblaient touchés, applaudissant à leur tour. Le principal, assis à l'arrière, se leva et se dirigea vers la scène, levant une main pour demander le silence. Lorsque les applaudissements s'apaisèrent, il s'adressa à l'audience. « Marcus, merci d'avoir partagé ton histoire.
Tu as fait preuve d'un courage et d'une sagesse incroyables pour ton âge. Je dois admettre que je n'ai pas géré la situation comme je l'aurais dû. Et pour cela, je m'excuse auprès de toi, de ta famille et de tous ceux ici qui ont été affectés par des expériences similaires. Se tournant vers le public, il ajouta, ce forum a clairement montré que nous devons faire plus, et nous allons le faire. Dès maintenant, nous allons mettre en place des mesures complètes de lutte contre l'intimidation, des formations de sensibilisation pour le personnel, et un système de soutien par les pairs. Et je vous invite tous à participer à l'élaboration de ces changements. La foule éclata à nouveau en applaudissements, cette fois plus fort et plus soutenu. Lisa s'appuya contre son siège, une larme roulant sur sa joue alors qu'elle réalisait que sa voix et celle de Marcus avaient enfin été entendues. Dylan hésita un instant avant de se lever et de marcher vers la scène. Il s'arrêta devant Marcus, le visage rougi. « J'ai quelque chose à dire, » murmura-t-il, serrant le microphone avec force. « Je suis désolé, Marcus. Pour tout. Je sais que je t'ai blessé, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je veux que tu saches que je ferai mieux. » Marcus observa Dylan un instant, puis lui tendit la main. La foule retint son souffle tandis que Dylan hésitait, puis la serra fermement. La salle explosa en acclamations, ce geste symbolisant une trêve fragile et le premier pas vers une réconciliation. Dans les jours qui suivirent, les changements commencèrent à prendre forme. Lisa rejoignit un comité de parents et d'enseignants pour superviser les nouvelles politiques, tandis que Marcus devint représentant des élèves, offrant une voix pour ses camarades. Dylan commença à participer au programme de soutien par les pairs, regagnant progressivement la confiance de ceux qui l'entouraient. En geste final, l'école organisa l'exposition de l'œuvre de Marcus dans le couloir principal. La pièce vibrante, restaurée et sublimée après le vandalisme de Dylan, portait désormais le titre astérisque, plus fort ensemble. Astérisque. Le jour de son inauguration, élèves, enseignants et parents se rassemblèrent pour l'admirer. Monsieur Garcia, debout à côté de Marcus, déclara « C'est bien plus qu'une simple œuvre d'art, Marcus. C'est un symbole d'espoir et de ce que nous pouvons accomplir quand nous refusons d'abandonner. » Marcus sourit, sa confiance rayonnant. « C'est un rappel, dit-il. Peu importe à quel point les choses peuvent sembler brisées, on peut toujours reconstruire et les rendre meilleures. » L'histoire se termina avec Marcus et Lisa rentrant ensemble chez eux, le soleil se couchant derrière eux. Bien que le chemin ait été long et difficile, ils savaient que ce n'était que le début. Ensemble, ils avaient prouvé que le changement était possible et que même les plus petites voix pouvaient faire une grande différence. À la suite du forum et des changements mis en place à l'école, la vie reprit peu à peu un nouveau rythme pour Marcus et Lisa. Cependant, les événements des derniers mois avaient laissé une empreinte profonde sur eux, transformant leur perspective et renforçant leur détermination. En arpentant les couloirs de l'école, Marcus remarqua un changement dans l'atmosphère. Les élèves qui autrefois l'ignoraient lui adressaient désormais des salutations ou des sourires. Dylan, bien que toujours réservé, avait commencé à faire amende honorable, participant à des activités scolaires et aidant même Marcus à développer une initiative de mentorat entre pairs. Marcus ne se sentait plus invisible. Au contraire, il se sentait vu, respecté et valorisé. Pour Marcus, la plus grande leçon avait été d'apprendre à se défendre, non pas avec des poings ou des paroles dures, mais avec intégrité et détermination. Ce n'est pas une question de victoire ou de défaite, expliqua-t-il à Emma un après-midi alors qu'il travaillait sur un nouveau projet artistique. C'est une question de montrer aux gens qui tu es vraiment et de refuser de les laisser te définir. Sa croissance inspira d'autres élèves, y compris ceux qui étaient restés silencieux face aux injustices. Petit à petit, Marcus devint un modèle, non seulement pour ses camarades, mais pour toute la communauté scolaire. Lisa, elle aussi, se retrouva à réfléchir au chemin parcouru. Assise dans sa cuisine un soir, elle regarda une photo de Marcus lorsqu'il était à l'école primaire. Le garçon timide et incertain de l'image semblait appartenir à un passé lointain. « Tu as tellement grandi », dit-elle en souriant à Marcus de l'autre côté de la table. « Tu m'as tellement appris aussi. »« Que veux-tu dire ?» demanda Marcus, intrigué. Lisa posa la photo. « Je pensais que rester silencieuse était la meilleure façon d'éviter les conflits, de te protéger. Mais j'ai appris que parler, même quand c'est difficile,
est le seul moyen de créer un véritable changement. Tu m'as montré ça, Marcus. Tu nous l'as montré à tous. Ces paroles flottèrent dans l'air, et Marcus ressentit une vague de fierté. Tu as toujours été ma voix quand je ne trouvais pas la mienne, dit-il. Maintenant, j'apprends à l'utiliser grâce à toi. L'histoire mit également en lumière la puissance du soutien communautaire. Sans des alliés comme Monsieur Garcia, Emma et les parents qui les avaient soutenus, les changements à l'école n'auraient peut-être jamais vu le jour. Ce processus rappela à tous l'importance de l'action collective et la manière dont un effort uni pouvait amplifier même les plus petites voix. L'œuvre restaurée, exposée dans l'école, devint un symbole d'espoir. Intitulée Astérisque, plus forts ensemble, Astérisque elle représentait des mains de couleurs et tailles variées se tenant les unes les autres, entourées de motifs vibrants symbolisant l'unité et la résilience. Ce n'était pas seulement un reflet du parcours de Marcus, c'était un témoignage de ce qui pouvait être accompli lorsque la bienveillance et la compréhension l'emportaient sur les préjugés et la division. Lisa se retrouvait souvent attirée par cette œuvre, s'arrêtant pour l'admirer lors de ses visites à l'école. Elle lui rappelait que, même lorsque les obstacles semblaient insurmontables, la persévérance et la foi en autrui pouvaient mener à des changements significatifs. Chaque coup de pinceau raconte une histoire, pensait-elle. Et ensemble, ils créent quelque chose de magnifique. La transformation de l'école ne s'arrêta pas au changement de politique. Elle déclencha un dialogue continu parmi les élèves, le personnel et les parents sur l'équité, l'empathie et la nécessité de rendre des comptes. Lisa devint une voix majeure dans ces discussions, dirigeant des initiatives qui s'étendirent au-delà de l'école pour toucher toute la communauté. Son engagement inspira d'autres personnes à partager leurs propres histoires et à agir contre les injustices qu'elles avaient vécues. En réfléchissant au parcours accompli, Lisa réalisa la plus grande leçon de toutes, la véritable force réside dans la vulnérabilité et le courage de s'exprimer, même lorsque l'issue est incertaine. Parfois, déclara-t-elle lors d'une réunion de l'association des parents d'élèves, il faut être le premier à se lever, à parler, à agir. Pas parce qu'on est sans peur, mais parce qu'on sait que la peur n'est pas une excuse pour rester silencieux. Pour Marcus, la leçon fut tout aussi profonde. Ce que nous faisons compte, dit-il lors d'une assemblée scolaire. Chaque choix, chaque action, tout cela s'additionne. Nous avons tous le pouvoir de faire une différence, il suffit d'y croire, en nous-mêmes et les uns envers les autres. Au fil des jours et des mois, l'écho de leur histoire continua de résonner, non seulement au sein de leur école, mais dans toute la communauté. Le parcours de Marcus et Lisa devint un rappel qu'en dépit de l'adversité, l'espoir, la résilience et la gentillesse pouvaient ouvrir la voie à un avenir meilleur. Et pour Marcus, sa mère, et tous ceux qui s'étaient tenus à leur côté, ce n'était que le début d'un héritage destiné à inspirer les générations futures. L'auditorium bourdonnait d'excitation alors que les résultats du concours artistique étaient annoncés. Marcus, assis au bord de son siège, serrait fermement ses mains sur ses genoux. Lisa, à ses côtés, murmurait des mots d'encouragement, sa main posée sur son épaule. Et le gagnant est Marcus Williams pour son œuvre Astérisque, plus fort ensemble Astérisque, déclara l'animateur. La salle explosa en applaudissements, et Marcus resta figé un instant, submergé par l'incrédulité avant qu'un large sourire n'éclaire son visage. Lisa le serra dans ses bras, sa fierté se lisant dans les larmes qui coulaient sur ses joues. En montant sur scène, Marcus fut submergé par l'émotion en recevant son prix. Debout au podium, il regarda l'audience, ses camarades, ses enseignants et les membres de la communauté, tous l'observant avec admiration et respect. « Merci », commença Marcus, sa voix stable mais empreinte d'émotion. « Cette œuvre n'est pas seulement mon histoire. C'est notre histoire, une histoire où l'on apprend à se voir, à s'écouter et à grandir ensemble. Je n'aurais jamais pu accomplir cela sans le soutien de ma mère, de mes amis et de tous ceux qui ont cru en moi. Ce prix, c'est pour nous tous. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants, et lorsque Marcus descendit de la scène, il fut accueilli par Emma, Monsieur Garcia, et même Dylan, qui lui adressa discrètement ses félicitations. La transformation de Dylan avait été progressive mais notable. Encouragé par ses parents et le processus des cercles de justice réparatrice, il avait commencé à assister à des séances de conseil et à faire de petits efforts sincères pour changer. Bien qu'il ne soit pas devenu ami avec Marcus,
Un respect mutuel s'était installé entre eux, une compréhension tacite que la guérison est un chemin, non une destination. L'école, elle aussi, subit une transformation. Inspirée par la persévérance de Lisa et le courage de Marcus, elle mit en place de nouvelles initiatives contre l'intimidation, notamment des programmes de mentorat entre pairs et des ateliers de sensibilisation culturelle. Ces initiatives rapprochèrent élèves, enseignants et parents d'une manière encore jamais vue auparavant. La communauté, autrefois divisée, commença à se souder autour d'objectifs communs, prouvant que le changement était possible lorsque tout le monde travaillait ensemble. Chez eux, ce soir-là, Marcus et Lisa célébrèrent la victoire avec un dîner tranquille, le trophée trônant fièrement sur la table de la cuisine. Ils riaient et se remémoraient le chemin parcouru, la chaleur de leur modeste maison amplifiée par leur sentiment d'accomplissement. « Je suis tellement fière de toi, » dit Lisa, sa voix chargée d'émotion. « Tu m'as appris ce que signifie être courageux, Marcus. »« C'est toi qui m'as appris, maman, » répondit Marcus, les yeux brillants. « Tu n'as jamais renoncé à moi, même quand c'était difficile. Nous l'avons fait ensemble. » La caméra se dirige vers l'œuvre de Marcus, désormais encadrée et accrochée au mur du salon. La représentation vibrante de l'unité, des mains de toutes les couleurs et tailles entremêlées sur un fond lumineux, sert de puissant symbole d'espoir et de résilience. Alors que l'image persiste, les voix de Marcus et Lisa s'estompent en arrière-plan, remplacées par une douce musique. Le plan final s'éloigne pour montrer leur petite maison modeste brillamment éclairée dans la nuit, un phare de lumière et d'amour dans un monde qui, à un moment donné, semblait si sombre. Ce n'était pas seulement la fin de leur histoire, mais le début de quelque chose de plus grand, un rappel pour tous qu'en dépit de l'adversité, le courage, la compassion et l'unité pouvaient transformer des vies et bâtir des ponts là où il n'y en avait pas.